La stabilisation des cours du pétrole qui se confirme encore aujourd'hui avec un baril de Brent, pétrole de la mer du Nord stabilisé entre 60 et 61 $. Le CAC glisse de 0,6% cet après-midi, 4 966 points. Les marchés américains en début de séance à New York sont également dans le rouge. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Et on retrouve Grégory Volokin en duplex depuis New York, président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory, un mot de l'ambiance chez vous. On constate que le marché redevient très sensible aux questions commerciales à 3 jours du G20 bien sûr, et après une dernière salve de menaces de Donald Trump dans sa stratégie de deal maker vis-à-vis de la Chine. Est-ce que ces dernières menaces sont pour lui une manière de garantir un cessez-le-feu à l'occasion de ce sommet du G20 en Argentine, Grégory? Est-ce que c'est une manière de voir les choses? C'est une manière de voir les choses. Je dirais que en fait les marchés ne sont pas forcément tellement nerveux des derniers tweets de Donald Trump quand il parle par exemple d'imposer une taxe sur les importations de iPhone aux États-Unis. On le prend pas tellement au sérieux. Le marché est inquiet d'une chose, c'est qu'on a ce sommet du G20 dans quelques jours, et l'enjeu vraiment c'est de voir qu'est-ce que les Chinois et les Américains peuvent nous montrer. Et il y a plusieurs choix. Est-ce qu'ils arrivent à un accord? Un accord commercial semble pour le moment hors de question puisque les négociations n'ont pratiquement pas commencé. Donc la grande question se pose en fait d'une façon assez simple. Est-ce que les Américains vont dire OK, on commence et on continue à discuter et on ne va pas imposer de nouvelles sanctions à la Chine et on ne va pas augmenter les tarifs qui sont déjà imposés à la Chine en les passant à 25% alors qu'ils sont pour le moment à 10%. Le marché serait évidemment extrêmement heureux, ou bien on va arriver à une situation de blocage qui serait évidemment très pénible. Mais comme je vous dis, là c'est franchement absolument impossible de savoir où est-ce qu'on va être d'ici quelques jours par rapport à cette situation avec la Chine. Et c'est pour ça que je dirais le problème n'est pas ce que dit Trump aujourd'hui, le problème c'est à quoi ces deux grandes puissances vont réussir de nous montrer, je dirais, si elles peuvent nous montrer quelque chose au niveau commercial d'ici quelques jours. Bon, on verra ce qui ressort de ce G20. En tout cas, il y a quand même beaucoup d'attentes désormais qui sont cristallisées au sujet de cette question commerciale entre la Chine et les États-Unis autour de ce sommet en Argentine. Alors, on verra de quel côté la pièce retombe effectivement à l'issue du G20, Grégory. En attendant, c'est intéressant de suivre quand même les commentaires des banquiers centraux dans le contexte actuel. Le climat est un peu perturbé, on va dire. Le cycle se détériore. Alors, très vite à certains endroits, un peu moins vite dans d'autres pays. Je pense évidemment aux États-Unis. Néanmoins, le vice-président de la Fed, qu'on entend assez peu, qui a été nommé il y a quelques mois à peine par Donald Trump en remplacement de l'ancien vice-président Stanley Fischer, donc Richard Clarida, s'exprime aujourd'hui et il nous dit il est particulièrement important désormais d'étudier les indicateurs à ce stade du cycle de hausse des taux, Grégory. Est-ce que ça veut dire que dans l'esprit de certains banquiers centraux américains, les hausses des taux à venir sont un peu moins automatiques que ce qu'on imaginait? Écoutez, moi je pense que les hausses des taux n'ont jamais été automatiques de toute façon. Est-ce qu'il faut commenter la phrase d'un banquier central qui dit qu'il étudie les statistiques économiques? C'est son métier de toute façon. Donc je dirais ça, c'est un peu du verbiage de la part de Clarida, qui ne veut pas dire que Clarida n'est pas quelqu'un d'une grande qualité. Et il met le doigt sur une chose qui est extrêmement importante pour la Réserve fédérale, c'est le dépense en investissement des entreprises, les fameuses CAPEX. Et là, dans sa déclaration d'aujourd'hui, il dit oui, il y a un ralentissement des CAPEX, ça pourrait avoir un impact sur la productivité. Qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre que, en fait, en ce moment, même si on est près d'un taux neutre, la Fed est quand même aussi préoccupée d'un ralentissement de l'économie et n'est donc absolument pas en pilotage automatique. Et depuis des mois et des mois, Powell ne fait que répéter ces fameux dot points, ces fameux 3 hausses des taux prévues l'année prochaine. C'est absolument pas une prévision qui va se réaliser automatiquement. Ça va vraiment dépendre des données économiques. Ça semble carrément un peu ridicule de devoir le répéter chaque fois, mais c'est vrai. La Fed n'est pas en pilotage automatique du tout. Et l'autre chose qui est extrêmement intéressante, c'est que l'année prochaine, toutes les réunions de la Fed vont être suivies d'une conférence de presse. Donc elles vont toutes être, comme on dit, live. Donc ça veut dire en fait qu'on va plus se dire la Fed peut augmenter les taux ou ne pas bouger tous les 2 ou 3 mois. Ça va être pratiquement chaque mois
que la Fed va nous donner exactement sa position. Et n'oubliez pas que s'ils se réunissent 12 fois l'année prochaine, c'est clair qu'ils ne vont pas ni monter ni baisser les taux 12 fois. Que donc il y a un moment où, de toute façon, où ils vont s'arrêter à monter les taux, ou bien ils auront des données qui vont montrer peut-être une inflexion de politique. Donc tout ce que dit Clarida, en fait, c'est ça, c'est garder l'esprit ouvert, n'anticiper pas trop ce que la Fed va faire, tout simplement parce que la Fed ne le sait pas encore. Bon, on va suivre ça. Hein. Beaucoup de banquiers centraux qui vont s'exprimer tout au long de la semaine, hein, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et puis, un nouveau round de réunion, évidemment, d'ici quelques jours, quelques semaines. La BCE le 13, et puis dans la foulée, la réunion de la Réserve fédérale américaine pour la dernière réunion de l'année, et sans doute une nouvelle hausse de taux qui sera confirmée. Grégory, est-ce que Microsoft a les atouts, les moteurs, les ressorts suffisants pour devenir, de manière incontestable, la première capitalisation mondiale? Parce que à l'heure où on se parle, je suis pas sûr que ce soit encore tout à fait joué. On a vu que les courbes s'étaient croisées brièvement hier entre Microsoft et Apple. Bref, ça se joue à quelques millions, quelques centaines de millions, voire quelques milliards. Donc j'appelle pas ça encore une preuve incontestable de la supériorité de Microsoft en termes de capitalisation boursière. Est-ce qu'ils ont les ressorts suffisants? Microsoft, qui il y a encore 3 mois, était 4e en termes de capitalisation boursière derrière Apple, Amazon et Alphabet Google. Alors, la question importante, c'est est-ce que fondamentalement, Microsoft a les moyens pour rester en tête dans cette capitalisation devant Apple? Je dirais la réponse, elle n'est pas du tout fondamentale. En ce moment, si Apple est tellement faible et donc est repassé en dessous de Microsoft en termes de capitalisation, c'est parce qu'en fait, on peut dire que Apple, c'est devenu, comme on dit en espagnol, la piñata. Hein, c'est-à-dire que tout le monde tape sur Apple. Il n'y a pas un jour où Apple n'est pas le sujet négatif sur les ondes, dans la presse, de la part des politiciens. Hein. C'était Trump hier, mais en fait, il y a pas un jour où on ne dit pas quelque chose de négatif sur Apple. Donc, que cette capitalisation en bourse soit descendue en dessous de celle de Microsoft, c'est, je dirais, beaucoup plus là un phénomène de marché qu'un phénomène fondamental. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus que Microsoft a des atouts absolument énormes vis-à-vis de Apple, et le principal atout de Microsoft, c'est vraiment l'importance que Microsoft a pris dans le cloud, en deuxième position, derrière Amazon. Or, quand on dit Apple dépend des services, c'est certain, mais si Apple vend moins de téléphones, c'est ce que le marché nous dit tous les jours, c'est clair que les services qui sont vendus depuis les téléphones de Apple ne vont pas continuer à croître. Alors que pour Microsoft, il n'y a pas du tout cet enjeu. Le cloud, c'est une demande continuelle qui continue à augmenter, puisque, on le sait, la plupart des activités informatiques autrement sont en train de se déplacer du serveur qui était localisé dans l'entreprise jusque dans le cloud. Donc, fondamentalement, il pourrait y avoir des tas de raisons pour Microsoft, pour répondre à votre question, de dépasser Apple. Mais si aujourd'hui Microsoft dépasse Apple, c'est pas tout d'un coup une analyse fondamentale qui est faite sur l'action Microsoft. C'est beaucoup plus, je dirais, le fait que Apple est tellement critiqué tous les jours. Bon. Pour l'instant, c'est un numéro 1 par défaut, on va dire ça, Microsoft. Effectivement, bon, on verra si les courbes se croisent en clôture ce soir, hein, sur la séance américaine. Pour l'instant, Microsoft est légèrement positif et Apple légèrement négatif. Grégory, dans l'actualité, si la fin des conglomérats industriels aux États-Unis. On a beaucoup parlé avec vous de General Electric, les difficultés qu'on connaît autour du groupe et le démantèlement à venir, sans doute sous une forme ou sous une autre de GE. Un autre groupe là qui est en train de disparaître, en tout cas sous sa forme actuelle, c'est United Technologies. Le groupe ne va pas disparaître, mais va se réinventer de manière différente et séparer ses activités, Grégory. Oui, et je dirais il y a deux choses intéressantes. Un, c'est la réaction du marché qui est très intéressante, parce que ce nouvel de break-up en général, puisqu'il était désiré par les activistes, donc désiré par des gens qui en général essayent de faire monter le cours des actions, ces nouvelles de break-up, de démantèlement d'un groupe, sont en général reçues très positivement par le marché. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi? Je vous dirais, on regarde un peu ce que dit UTX et qu'est-ce qu'ils disent. Ils disent qu'évidemment, ce démantèlement, même s'il va être très positif sur le long terme, qui n'est pas du tout un mot que les investisseurs actuellement apprécient, donc même si c'est positif sur le long terme, à court terme, il y a des coûts. Il fallait bien y penser avant. Ce que je dirais qui est aussi très intéressant, c'est de voir
pourquoi il y a cette séparation maintenant? Parce que si vous regardez UTX, il y a 3 activités. Une, c'est Pratt & Whitney et Collins. Et c'est quoi Pratt & Whitney et Collins? C'est le premier fabricant à la fois de moteurs d'avion et de tout ce qui a un rapport avec l'aviation, mais c'est aussi un acteur important dans la défense. Ok. Et puis vous avez 2 autres activités très très importantes. Une, c'est Carrier. Carrier, qu'est-ce que c'est? C'est le premier fabricant au monde d'air conditionné. Donc ça, c'est très lié, je dirais, à la construction. Et la dernière branche très importante aussi pour UTX, c'est les ascenseurs Otis, là aussi lié à la construction. Donc qu'est-ce que veut faire en gros, je dirais, UTX? Tout d'abord, ils veulent ne pas souffrir de ce qu'on voit être quand même un certain ralentissement du marché de la construction qui est totalement naturel. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, il faut pas oublier que quand on dit activiste, vous avez, et vous en parliez la semaine dernière, de plus en plus d'investisseurs ESG, d'investisseurs ISR. Si vous êtes un investisseur socialement responsable avec des scrupules éthiques, UTX, c'était une compagnie très difficile à investir justement à cause de son activité dans le secteur de la défense. Si maintenant UTX devient 3 compagnies, vous n'êtes plus obligé d'investir dans UTX en vous bouchant un peu le nez, en disant ça sent pas très bon, mais c'est une super compagnie parce que l'aviation c'est porteur. Et vous pouvez investir dans les ascenseurs et les airs conditionnés, qui semblent être quand même beaucoup plus propres, je dirais, comme activité pour des investisseurs ESG. Donc c'est aussi un peu l'air du temps des compagnies qui essayent de voir où est cette future base d'investisseurs. Et c'est pour ça, entre autres, je dirais qu'ils séparent en 3 ce conglomérat. Merci beaucoup Grégory. Merci d'avoir été avec nous tous les jours, d'ailleurs en duplex depuis New York. Grégory Volokin, président de Mescard Financial Services. L'ambiance toujours un peu lourde sur les marchés, des marchés américains qui sont en retrait.